Le silence immaculé de la tour Hélios, sanctuaire de verre et d'acier au cœur de la défense, fut déchiré par un son inattendu, brutal, puis un lourd fracas. Monsieur Antoine Delacroix, titan du groupe Hélios, s'effondra en pleine réunion du conseil d'administration, sa main crispée sur sa cravate Hermès, le visage virant au violacé. L'air climatisé, jusqu'alors d'une fraîcheur apaisante, se chargea instantanément d'une tension électrique palpable, tandis que les murmures horrifiés montaient en crescendo. Le cliquetis habituel des claviers et le bourdonnement discret des serveurs firent place à un chaos désordonné, les chaises raclant le sol de marbre poli. Les lumières fluorescentes, d'habitude si stables, semblaient vaciller, projetant des ombres inquiétantes sur les visages figés des cadres supérieurs. C'était un tableau de puissance déchue, un géant de l'industrie terrassé par l'invisible au milieu de son propre empire. La panique gagna la salle comme une traînée de poudre. Des exclamations étouffées, des appels hésitants aux urgences résonnaient, se mêlant aux tentatives maladroites de quelques cadres pour desserrer la cravate de M. Delacroix ou pratiquer un massage cardiaque improvisé, leurs gestes trahissant une ignorance et une maladresse effrayantes. L'odeur propre et aseptisée des lieux fut envahie par la sueur froide et l'adrénaline, créant une atmosphère suffocante. Dehors, par les immenses baies vitrées, le soleil d'été parisien inondait le parvis, mais, à l'intérieur, l'ombre de l'urgence s'abattait, transformant l'opulence en un piège doré. Chaque seconde s'étirait, lourde de conséquences, le tic-tac invisible d'une bombe à retardement résonnant dans le silence interrompu par des bruits de plus en plus désespérés. Aux étages inférieurs, bien loin des tapis moelleux et des salles de réunion high-tech, Sophie, le pilier discret de l'entretien, perçut une anomalie dans le rythme habituel de l'immeuble. Le bourdonnement continu des systèmes de ventilation, le lointain roulement des chariots de service, tout cela formait une symphonie familière qui soudain se fissurait. Des éclats de voix, plus aigus, plus désordonnés que d'ordinaire, parvenaient jusqu'à elle, se frayant un chemin à travers les conduits d'aération. Une vague de malaise la submergea. Son instinct maternel, aiguisé par des années à décrypter les signaux les plus subtils, lui souffla que quelque chose de grave se déroulait. La chaleur et l'humidité habituelles des couloirs de service semblaient s'alourdir d'une tension invisible, pressentant un drame imminent. Non loin de là, Louis, son fils, était plongé dans son propre monde, un bureau vide transformé en cocon sonore grâce à son casque. Il écoutait avec une concentration absolue un documentaire audio sur l'anatomie cardiaque, les battements réguliers d'un cœur sain, puis les arythmies expliquées par une voix calme et posée. Mais les sons extérieurs, habituellement filtrés par son besoin de routine, et son casque commencèrent à s'immiscer. Des bruits discordants, des cris aigus et des rythmes cardiaques anormaux, mais cette fois réels, parvinrent à ses oreilles, perçus avec une acuité troublante. Son corps se raidit, ses doigts caressant inconsciemment la pierre de rivière lisse qu'il gardait toujours sur lui. La routine était brisée, et son esprit, hyper focalisé sur la médecine, commença à analyser ses signaux d'alerte avec une précision troublante. Dans la salle de réunion, la situation de M. Delacroix empirait. Ses pupilles se dilataient, sa respiration devenait de plus en plus laborieuse, de simples râles. Les tentatives de réanimation désordonnées et inefficaces ne faisaient qu'ajouter au chaos. Maxime Delacroix, le neveu, observait la scène avec un mélange de choc et une lueur calculatrice dans les yeux, ses pensées déjà tournées vers la prise de pouvoir. L'odeur métallique de l'inquiétude, presque tangible, emplissait l'air, se mêlant au parfum subtil des coûteux produits de nettoyage. Le temps semblait s'accélérer et se figer à la fois, chaque seconde perdue scellant un peu plus le destin du dirigeant. La salle, parée pour une démonstration de force et de vision, était devenue une scène de vulnérabilité et d'impuissance face à la fragilité de la vie. Louis, le visage impassible mais les sens en alerte maximale, fut irrésistiblement attiré par les sons de détresse. Le rythme cardiaque désordonné, qu'il reconnaissait comme un signe d'infarctus sévère, résonnait dans sa tête avec la clarté d'un diagnostic. Il se leva, sa routine brisée par l'urgence vitale, et se dirigea vers la porte d'où provenaient les bruits. Chaque pas le rapprochait du chaos, et l'intensité des sons augmentait, bombardant ses sens hypersensibles. Il n'était pas juste un enfant curieux. Il était une conscience médicale en marche, un esprit brillant attiré par la nécessité. Le destin de l'homme le plus puissant de l'immeuble reposait désormais, sans le savoir, sur
l'intervention improbable d'un jeune garçon autiste. Mais cette aide serait-elle acceptée, ou même reconnue dans cette tour de l'élite parisienne? Le chant matinal des moineaux de Belleville, bien plus doux qu'une sonnerie agressive, tirait Louis de son sommeil chaque jour à la même heure, avec une précision horlogère. Son premier geste était toujours le même, tendre la main vers sa pierre de rivière polie, une obsidienne sombre et lisse, qu'il frottait délicatement entre son pouce et son index. Ce rituel apaisant, un steaming discret, calmait le flux incessant de pensées qui tourbillonnaient dans son esprit, lui offrant une encre sensorielle avant même que la journée ne commence. Il choisissait ses vêtements avec soin, privilégiant les textures douces et les coupes amples, car la moindre couture irritante ou un tissu rêche pouvait déclencher une surcharge sensorielle et perturber toute sa matinée. Le petit déjeuner, 2 tartines de confiture et un verre de lait, était une constante immuable, préparée avec une précision quasi scientifique par Sophie, sa mère, qui comprenait l'importance vitale de cette routine pour son fils. Le parfum familier du café fraîchement moulu et du pain grillé emplissait leur petit appartement, créant une bulle de sérénité avant le tumulte inévitable du monde extérieur. Le bureau vide, niché dans les étages inférieurs de la tour Hélios, était bien plus qu'une simple pièce de rechange. C'était le sanctuaire personnel de Louis, son cocon. Sonore, là les bourdonnements incessants des climatiseurs et les conversations feutrées des employés des bureaux voisins étaient atténués, créant un havre de paix relatif. Ses écouteurs, un modèle à réduction de bruit d'une efficacité redoutable, étaient son bouclier auditif, lui permettant de s'immerger totalement dans ses documentaires audio sans être assailli par les stimuli environnants. Sur le petit bureau en formica, il avait méticuleusement disposé ses outils de concentration. Un carnet, de croquis remplis de diagrammes anatomiques complexes, un stylo à billes à pointe fine, et bien sûr sa pierre de rivière, toujours à portée de main. Sophie, sa mère, était l'encre inébranlable de son monde, la seule personne à véritablement comprendre la complexité de son esprit et la profondeur de ses besoins. Sa simple présence, le son rassurant de sa voix calme, la douce pression de sa main sur son épaule, agissaient comme un baume apaisant, lui offrant une sécurité émotionnelle inestimable face à l'imprévisibilité du monde. Un après-midi, alors que Sophie s'affairait à polir le sol lustré du couloir, Monsieur Dubois, un collègue au rire tonitruant et aux manières brusques, s'approcha de Louis, absorbé dans ses écouteurs. « Alors Louis, toujours plongé dans tes bouquins de docteur, tu vas finir par nous opérer tous » lança-t-il avec une jovialité forcée. Louis, sans même lever les yeux, son regard fixé sur un point imaginaire au-dessus de l'épaule de Dubois, répondit d'une voix monocorde et sans la moindre inflexion. « Je ne suis pas un docteur, je suis un étudiant. Les chirurgiens ont des mains qui tremblent. » Il n'y avait aucune intention de malice dans ses propos, juste une observation factuelle, dénuée de toute nuance sociale, un trait caractéristique de sa communication. Son regard fuyant et son corps légèrement raidi trahissaient son inconfort face à cette interaction inattendue, mais il restait là, immobile, patient, attendant que l'échange, pour lui, se termine, sa pierre de rivière tourbillonnant sans cesse entre ses doigts. Dans le monde intérieur de Louis, le corps humain n'était pas une simple enveloppe charnelle, mais une machine fascinante, un assemblage complexe de systèmes interconnectés, chacun fonctionnant avec une précision étonnante. Son aspiration la plus profonde n'était pas de devenir un médecin au sens traditionnel, avec ses contraintes sociales et ses interactions imprévisibles, mais plutôt un détective du corps, capable de déchiffrer les mystères des pathologies, de trouver la faille exacte dans le système et de la réparer. Il visualisait les artères comme des autoroutes, le cœur comme une pompe inépuisable, les neurones comme un réseau électrique sophistiqué. Cette vision purement logique et analytique était paradoxalement empreinte d'une profonde compassion, non pas pour l'individu en tant que tel, mais pour la machine qui souffrait. Il était motivé par le désir viscéral de rétablir l'ordre, de ramener l'équilibre là où la maladie avait semé le chaos, une quête intellectuelle et presque spirituelle. La tour Hélios, avec ses surfaces de verre miroitantes et ses couloirs silencieux, était un monde de contrastes saisissants pour Louis. Il n'appartenait manifestement pas à cet univers de costumes impeccables, de conversations feutrées et d'ambitions démesurées, mais il y était un observateur attentif, presque invisible. Les employés, plongés dans leurs dossiers et leurs écrans lumineux, le remarquaient à peine, le considérant comme l'enfant de la femme de ménage
Une présence périphérique et insignifiante. Pourtant, Louis captait chaque détail, chaque vibration de l'immeuble. Les systèmes de ventilation, le bourdonnement lointain des serveurs informatiques, le rythme régulier des ascenseurs, tout cela formait une mélodie constante qu'il avait mémorisée avec une précision incroyable. Il connaissait les recoins calmes, les sorties de secours discrètes, les bureaux vides où il pouvait trouver refuge. L'immeuble n'était pas juste un lieu de travail pour sa mère, c'était un organisme vivant avec ses propres rythmes et ses propres anomalies qu'il apprenait à décrypter sans que personne ne se doute de la profondeur de sa perception sensorielle. Ce matin-là, comme à son habitude, Louis s'était réfugié dans son bureau improvisé, ses écouteurs bien calés sur les oreilles, filtrant le monde extérieur. Son hyperfocalisation l'avait conduit à réécouter un chapitre particulièrement détaillé d'un documentaire audio sur les arythmies cardiaques complexes, un sujet qui le fascinait par sa complexité et l'urgence vitale qu'il impliquait. La voix calme et posée de la narratrice décrivait avec une précision clinique les différents types de fibrillation, les blocages auriculo-ventriculaires et les signes cliniques associés à chaque dysfonctionnement. Alors que le chaos commençait à monter des étages supérieurs, les sons de détresse se frayant un chemin à travers les murs épais. Louis, sans le savoir, était déjà préparé. Le rythme désordonné qu'il percevait, les cris paniqués qui s'intensifiaient, n'étaient pas juste du bruit pour lui. Ils étaient des données, des symptômes, des anomalies auditives qu'il commençait à corréler avec les schémas décrits dans son documentaire. Son cerveau, tel un ordinateur ultra-performant, analysait déjà l'urgence médicale qui se déroulait. Le destin de M. Delacroix s'apprêtant à croiser celui de ce jeune garçon aux capacités extraordinaires et insoupçonnées. Sophie, le cœur serré par une intuition maternelle infaillible, se fraya un chemin à travers les couloirs de service, ses pas résonnant sur le linoléum poli. L'agitation inhabituelle aux étages supérieurs, perçue d'abord comme un lointain bourdonnement, s'intensifiait désormais en un brouhaha de voix affolées, de bruits de pas précipités et d'un silence lourd, anormal. L'odeur habituelle des produits de nettoyage, son quotidien, se mélangeait présent à une âcre senteur de stress et de sueur, une composition olfactive qui annonçait le drame. Elle pensait à Louis, à sa sensibilité aux sons aigus, aux ruptures de routine, et son anxiété montait d'un cran. Elle savait que son fils, malgré son monde intérieur si riche, serait vulnérable à ce chaos soudain. Sa main s'agrippa instinctivement à sa blouse, un geste familier qui trahissait sa détermination à protéger ce qu'elle avait de plus cher, face à l'inconnu qui se déroulait au-dessus d'eux. Dans la salle de réunion où l'air était désormais lourd d'une panique contenue, Maxime Delacroix observait la scène avec une froideur déconcertante, son regard perçant balayant les visages décomposés. L'effondrement de son oncle, M. Antoine Delacroix, loin de provoquer une empathie immédiate, déclenchait plutôt une série de réflexions calculatrices. Il voyait les tentatives désordonnées de réanimation comme un spectacle pathétique d'incompétence, une preuve de l'incapacité de ses cadres à gérer une crise réelle. Une lueur de satisfaction à peine perceptible dansait au fond de ses yeux clairs. Cette situation, bien que tragique, représentait une opportunité inespérée, un raccourci direct vers le pouvoir qu'il convoitait depuis si longtemps. Le malaise de son oncle n'était qu'un détail dans son plan, un événement malheureux mais nécessaire pour son ascension personnelle. Claire, la secrétaire principale de M. Antoine Delacroix, était une femme d'une cinquantaine d'années, son chignon impeccable légèrement défait par l'agitation. Son visage, habituellement serein, était marqué par l'inquiétude et une détermination farouche. Elle tentait, avec une efficacité presque désespérée, de coordonner les appels aux urgences, ses doigts tremblants sur le téléphone. Elle avait une loyauté indéfectible envers son patron, ayant été témoin de sa bienveillance et de sa vision au fil des ans. En voyant l'impuissance des cadres, leurs gestes maladroits et leurs visages pâles, une amère déception la saisissait. Elle avait toujours perçu la tour Hélios comme un bastion de l'ordre, et maintenant, elle était le théâtre d'une confusion déchirante. Son regard, balayant la pièce, s'arrêta un instant sur la porte, comme si elle espérait une intervention inattendue, une aide venue d'ailleurs. Louis, guidé par les sons anormaux et le rythme cardiaque désordonné qu'il percevait distinctement, arriva au seuil de la salle de réunion, son visage impassible trahissant une intense concentration. Les lumières fluorescentes clignotaient, les voix s'entremêlaient en un brouhaha assourdissant, et l'odeur métallique de la peur agressait ses sens. Son corps se raidit, mais son hyperfocalisation sur le problème médical
le poussait en avant. Maxime, le voyant apparaître, mince et visiblement déstabilisé, leva un sourcil avec dédain. « Qu'est-ce que cet enfant fait ici? C'est une urgence, pas un terrain de jeu », lança-t-il d'une voix sèche, un mépris évident dans ses yeux, tentant de le repousser d'un geste de la main. Il voyait Louis comme une intrusion, une nuisance au milieu de ce qui devait être un moment crucial pour lui. C'est alors que Sophie, ayant suivi le fil de l'urgence et de l'instinct de son fils, surgit, son visage pâle mais ses yeux emplis d'une flamme protectrice. Elle intercepta le geste de Maxime, plaçant son corps mince mais résolu entre Louis et le neveu impatient. « Il peut t'aider », déclara-t-elle d'une voix ferme, bien que légèrement tremblante, son regard défiant celui de Maxime. Elle savait l'importance vitale de la routine pour Louis et la violence de cette intrusion dans son monde. Mais elle savait aussi, au plus profond de son être, la profondeur de ses connaissances. Elle posa une main rassurante sur l'épaule de Louis, le guidant doucement vers l'avant, créant une bulle de protection autour de lui au milieu du chaos. Elle était sa boussole, son bouclier, sa voix. Louis, encouragé par la présence apaisante de sa mère, put enfin s'approcher davantage de Monsieur Delacroix, dont la respiration devenait de plus en plus faible, un râle rauque déchirant le silence lourd. Maxime, exaspéré par cette interruption et l'audace de Sophie, serra les mâchoires, ses yeux fixés sur Louis avec une animosité palpable, déjà en train de planifier comment les écarter. Claire, quant à elle, observa la scène avec une curiosité mêlée de surprise. Elle avait vu Louis maintes fois, toujours silencieux et absorbé, mais jamais dans un tel contexte. Tandis que Louis s'agenouillait, sa petite main se tendant instinctivement vers le poignet inerte de Monsieur Delacroix, le temps sembla se suspendre. Le destin du magnate de la technologie, et peut-être celui de l'entreprise, reposait désormais sur les perceptions aiguisées d'un enfant autiste, sous le regard sceptique, hostile et incertain de ceux qui l'entouraient. La situation de Monsieur Delacroix s'aggravait à chaque seconde, son visage virant au bleu violacé, sa respiration n'étant plus qu'un râle faible et irrégulier. Les cadres, pétrifiés par l'horreur et l'impuissance, se bousculaient maladroitement, leur tentative de réanimation étant plus une danse désordonnée qu'une aide efficace. L'air, saturé de l'odeur métallique de la sueur et de l'adrénaline, semblait peser lourdement sur les poumons de chacun. Maxime, les bras croisés, observait la scène avec une froideur clinique, une lueur impatiente dans ses yeux, calculant déjà les prochaines étapes de sa prise de pouvoir. Le tic-tac invisible de l'horloge résonnait dans le silence interrompu par les halètements mourants du PDG, transformant la salle de réunion en un théâtre d'opérations chaotiques, où le temps était l'ennemi le plus implacable, fuyant sans pitié. Les tentatives désespérées de réanimation cardio-pulmonaire, mal exécutées par des mains inexpertes, ne faisaient qu'agiter le corps inerte de Monsieur Delacroix, sans apporter le moindre signe d'amélioration. Chaque compression était une percussion discordante, chaque insufflation un souffle d'espoir vain. Claire, les larmes aux yeux, tentait de rassurer les secours au téléphone, mais leurs voix, lointaines et pressées, annonçaient des délais inévitables, pris au piège des embouteillages parisiens. L'odeur de désinfectant des lingettes médicales improvisées se mêlait à la panique, créant une atmosphère suffocante. Pour Louis, les sons dissonants, les gémissements étouffés, le rythme cardiaque erratique, les voix paniquées, s'entrechoquaient, bombardant ses sens hypersensibles et rendant la concentration presque impossible, malgré son hyperfocalisation. Maxime, voyant Louis s'approcher, le visage absorbé mais les yeux fixés sur la scène, sentit une vague d'exaspération l'envahir. « Mais enfin, qu'est-ce que cet enfant fait encore ici? C'est une situation grave, pas un spectacle », lança-t-il d'une voix cinglante, tentant de barrer le passage à Louis d'un geste dédaigneux. Sophie, le visage pâle, mais le regard défiant, s'interposa, ses mains se posant fermement sur les épaules de Louis. « Il a des connaissances. Il a toujours su reconnaître les choses », commença-t-elle, sa voix tremblante mais porteuse d'une conviction inébranlable. La tension dans la salle atteignit son paroxysme, les regards se tournant tour à tour vers le magnate mourant, le neveu arrogant et la mère protectrice. Louis, ignorant les paroles de Maxime, ses sens déjà submergés, fixait Monsieur Delacroix avec une intensité troublante. Son cerveau traitait les informations à une vitesse fulgurante. La couleur de la peau, la dilatation des pupilles, le mouvement à peine perceptible de la cage thoracique. Il tenta d'avancer, mais Maxime, furieux de cette insubordination, le repoussa plus fermement. « Sortez cet enfant. Il ne fait qu'empirer les choses », hurla-t-il,
sa voix résonnant d'une autorité factice. La main de Louis se crispait sur sa pierre de rivière, l'unique ancre dans ce tumulte sensoriel, tandis que son esprit, malgré le chaos, s'efforçait de faire le lien entre les symptômes qu'il observait et les pathologies qu'il avait tant étudiées. Sophie, sentant la détermination de son fils et la violence verbale de Maxime, serra Louis contre elle un instant, puis le poussa doucement mais fermement vers l'avant, créant une brèche dans le cercle de cadres immobiles. « Laissez-le faire !» s'écria-t-elle, sa voix retrouvant une force inattendue. Claire, les yeux rivés sur M. Delacroix, remarqua la lueur d'intelligence dans les yeux de Louis et l'urgence dans la voix de Sophie. Elle vit l'inefficacité des tentatives en cours et, désespérée, se tourna vers Maxime. « Monsieur Delacroix, on n'a rien à perdre. Laissez-le essayer », articula-t-elle, ajoutant son poids à l'appel de Sophie, sa loyauté envers son patron l'emportant sur son scepticisme initial face à l'étrange situation. Profitant de ce bref répit, Louis s'agenouilla à côté de M. Delacroix, son visage à quelques centimètres du sien. Il tendit sa petite main et posa 2 doigts sur le cou du magnate, cherchant le pouls carotidien. Puis, avec une précision étonnante, il pencha son oreille vers la poitrine de l'homme, les yeux clos, bloquant le chaos visuel et se concentrant uniquement sur les sons. Un silence pesant s'abattit sur la salle, tandis que Louis écoutait, son corps tendu par la concentration. « Fibrillation ventriculaire », murmura-t-il enfin, sa voix monocorde mais empreinte d'une certitude glaçante. « Besoin de défibrillation immédiate ». Maxime, sidéré par le diagnostic inattendu d'un enfant, se précipita pour le tirer par le bras, le regard rempli d'une rage mêlée de peur. « C'est absurde. Qui va croire ça ?» cria-t-il. Mais le diagnostic de Louis avait déjà semé le doute, et l'urgence de la situation devenait intenable. La situation de M. Delacroix s'aggravait à chaque seconde, son visage virant au bleu violacé, sa respiration n'étant plus qu'un râle faible et irrégulier. Les cadres, pétrifiés par l'horreur et l'impuissance, se bousculaient maladroitement, leur tentative de réanimation étant plus une danse désordonnée qu'une aide efficace. L'air, saturé de l'odeur métallique de la sueur et de l'adrénaline, semblait peser lourdement sur les poumons de chacun, étouffant les murmures d'espoir. Maxime, les bras croisés, observait la scène avec une froideur clinique, une lueur impatiente dans ses yeux, calculant déjà les prochaines étapes de sa prise de pouvoir. Le tic-tac invisible de l'horloge résonnait dans le silence interrompu par les halètements mourants du PDG, transformant la salle de réunion en un théâtre d'opérations chaotiques, où le temps était l'ennemi le plus implacable, fuyant sans pitié. Un des cadres, un homme corpulent nommé Monsieur Legrand, dont le CV vantait un stage de premier secours en entreprise, s'avança avec une détermination forcée. Il se pencha sur Monsieur Delacroix, ses mains tremblantes pressant maladroitement le sternum. Ses compressions irrégulières et peu profondes ne produisaient aucun effet visible, le corps du magnate restant flasque et inerte. Des perles de sueur perlaient sur son front, tandis qu'il tentait des insufflations, son souffle s'entrechoquant avec le manque d'oxygène de la victime. L'odeur âcre de son haleine, mêlée à l'angoisse ambiante, empestait l'espace confiné. Claire, le téléphone toujours collé à l'oreille, répétait désespérément l'adresse au secours, mais le son lointain des sirènes, perdues dans les embouteillages parisiens, n'offrait qu'une promesse vide. Louise, observant de loin, les yeux fixés sur la scène avec une intensité clinique, percevait chaque erreur. Ses propres mains, invisibles, mimeraient mentalement les gestes corrects, la bonne profondeur de compression, le rythme régulier, le son des compressions inefficaces, des râles de l'homme et des exclamations paniquées formaient une cacophonie douloureuse pour ses sens hypersensibles. Il serrait sa pierre de rivière avec une force accrue, un steaming vital pour maintenir son calme et sa concentration face à ce désordre. Son esprit, malgré la surcharge sensorielle, cataloguait les symptômes, l'absence de réaction pupillaire, la cyanose grandissante, l'inefficacité flagrante des manœuvres. Il savait que ces tentatives étaient vaines, que la machine ne pouvait être réparée ainsi. Monsieur Legrand, épuisé et le visage défait, recula, secouant la tête avec un soupir lourd de désespoir. « Je ne sais plus quoi faire », murmura-t-il, sa voix brisée par l'échec. Une vague de consternation traversa la pièce. Les visages se figèrent dans la défaite, les épaules s'affaissèrent. L'espoir, fragile, s'évanouissait, laissant place à une résignation amère,
Maxime, une ombre de sourire aux lèvres, s'apprêtait à prendre la parole, son regard glissant vers l'horloge murale, comme si le temps enfin jouait en sa faveur. Il était clair pour tous que l'issue était inévitable, que le géant de l'Hélios était sur le point de s'éteindre sous leurs yeux impuissants, transformant la salle de réunion en un mausolée d'ambition inachevée. Pourtant, au milieu de cette débandade, Louis, comme un phare dans la tempête, fit un pas en avant. Son regard, d'une clarté inhabituelle, balaya la pièce, s'arrêtant sur Monsieur Delacroix. Défibrillation. Immédiate, répéta-t-il d'une voix monocorde, plus forte cette fois, sans l'ombre d'une émotion, juste la certitude d'un diagnostic. Il pointa du doigt un coin de la salle où, selon ses connaissances des plans de sécurité de l'immeuble, un défibrillateur automatisé externe, DAE, aurait dû être situé. Les cadres le regardèrent avec perplexité, certains avec une pointe d'agacement. « Mais qu'est-ce qu'il raconte, le gamin ?» chuchota l'un d'eux, tandis que Maxime, furieux de cette nouvelle interruption, s'avança pour le repousser, son visage crispé par l'exaspération. Alors que Louis tentait de s'expliquer, le corps de Monsieur Delacroix fut secoué d'une convulsion violente et inattendue, un spasme involontaire qui le souleva légèrement du sol avant de le laisser retomber lourdement. Ce fut un dernier sursaut de vie, un signe alarmant que le temps était compté, que le cœur, luttant désespérément, était sur le point de céder définitivement. Le râle de sa respiration devint un silence assourdissant, et la couleur bleutée de son visage s'intensifia, tandis que ses pupilles se dilataient à l'extrême. La panique, un instant contenue, éclata de nouveau, plus forte, plus désespérée. Louis, les yeux écarquillés par l'urgence critique, sentit la machine se briser, le système s'effondrer. S'il n'était pas écouté, tout serait perdu. La convulsion de Monsieur Delacroix envoya une nouvelle vague d'horreur à travers la pièce, amplifiant la cacophonie des halètements et des murmures paniqués. Louis, son visage un masque impénétrable, fit un pas en avant, attiré par le nouveau rythme urgent de la détresse. Son ouïe hyper-aiguisée traitait la cessation soudaine de la respiration, le piétinement frénétique des pieds et la saveur métallique et âcre de la peur qui imprégnait désormais l'air, submergeant l'odeur stérile du bureau corporatif. Sa petite main se resserra instinctivement autour de la pierre de rivière lisse dans sa poche, une encre familière dans la tempête des stimuli sensoriels. Maxime, voyant le garçon avancer, une figure si hors de propos parmi les costumes sur mesure et le désespoir poli, sentit une vague de mépris. Mais qui a laissé cet enfant entrer ? C'est une affaire sérieuse, pas un jardin d'enfants, lança-t-il, un mélange de dédain et d'impatience dans la voix, son regard balayant la pièce pour trouver un coupable. Sophie, le cœur battant la chamade, sentit la tension monter, non seulement pour le PDG mourant, mais aussi pour son fils, si vulnérable au jugement. Elle s'interposa, son corps mince mais résolu, entre Louis et le neveu impatient. « Il a quelque chose à dire. Il sait des... choses ?» commença-t-elle, sa voix tremblante mais emplie d'une conviction inébranlable. Maxime, sa patience à bout, répliqua sèchement. « Des choses ? Quoi ? Des jeux vidéo sur la chirurgie ? C'est un enfant, Sophie. Et il est dérangé. » Le mot prononcé avec un mépris si flagrant frappa Louis comme une gifle invisible, bien qu'il ne montrât aucune réaction extérieure. Il continuait de fixer Monsieur Delacroix, son esprit déjà plongé dans l'analyse des symptômes critiques, ignorant la violence des mots et le jugement dans les yeux des cadres, dont la plupart acquiesçaient silencieusement aux propos de Maxime, leur visage exprimant une gêne polie. Les lumières fluorescentes, qui semblaient désormais clignoter avec une urgence frénétique, et l'entremêlement des voix paniquées, créaient une surcharge sensorielle intense pour Louis. Ses muscles se raidirent légèrement, et le mouvement répétitif de sa pierre de rivière entre ses doigts s'accéléra, un mécanisme d'autorégulation vital pour son esprit submergé. Il inspira profondément l'air lourd, essayant de filtrer le chaos pour se concentrer sur l'unique problème médical qui l'obsédait. Il fit un pas incertain vers le corps de Monsieur Delacroix, ses yeux fixés sur la cyanose grandissante de ses lèvres, une information visuelle qui se superposait au schéma cardiaque qu'il avait mémorisé. Il tendit une main hésitante, mais Maxime, d'un geste brusque, l'écarta. « Sortez-le d'ici. Il n'y a rien à faire. C'est fini. » hurla-t-il, sa voix résonnant d'une fausse autorité, ses paroles amplifiant la confusion et le désespoir ambiant. Sophie, le cœur brisé par la cruauté des propos de Maxime, mais animée d'une force insoupçonnée, s'interposa de nouveau, sa main se posant fermement sur l'épaule de Louis. « Laissez-le s'approcher.
déclara-t-elle d'une voix qui, malgré le tremblement, portait une autorité nouvelle. Ses yeux, habituellement doux, lançaient des éclairs de défi. Claire, qui avait observé Louis, avec une curiosité grandissante et le désespoir des tentatives infructueuses des cadres, sentit une étincelle d'espoir. Elle vit dans le regard de Louis, malgré son apparente passivité, une intensité inhabituelle. « Monsieur Delacroix a raison, il faut tout tenter », dit-elle à Maxime, son ton plus ferme que d'habitude. Elle s'avança légèrement, créant un espace, une brèche dans le cercle des cadres paralysés, un geste silencieux d'encouragement qui permit à Louis de se frayer un chemin. Louis, enfin libéré de l'obstacle de Maxime et encouragé par le soutien discret mais tangible de sa mère et de Claire, s'agenouilla près de Monsieur Delacroix. Son visage, bien que toujours impassible, trahissait une concentration intense. Il posa 2 doigts sur la carotide du cou du magnate, puis avec une précision étonnante pour son âge, pencha son oreille vers la poitrine inerte de l'homme. Les bruits ambiants s'estompèrent pour lui, ne laissant place qu'au silence assourdissant, brisé par le battement chaotique qu'il percevait, ou plutôt l'absence de battement régulier. Les secondes s'étirèrent. Il leva la tête, ses grands yeux ne rencontrant personne, mais sa voix résonna, monocorde, mais d'une certitude glaçante, fibrillation ventriculaire. Le cœur ne pompe plus correctement. Il faut un défibrillateur, maintenant. Le diagnostic, si précis, sorti de la bouche d'un enfant, laissa les cadres stupéfaits. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que le chaos précédent. Brisé seulement par le râle moribond de Monsieur Delacroix, les cadres échangèrent des regards incrédules, puis paniqués. Maxime, reprenant ses esprits, tenta de balayer le diagnostic d'un revers de main. « C'est absurde. Un enfant ne peut pas... » Mais ces mots furent coupés par un son aigu et strident provenant du corps de Monsieur Delacroix, une alarme inattendue du moniteur cardiaque de l'infirmerie que l'un des cadres avait finalement réussi à apporter et à brancher, sa voix robotique, annonçant avec une froideur terrifiante « arythmie ventriculaire grave, défibrillation recommandée ». Le son valida la prophétie de Louis, transformant l'incrédulité en une urgence palpable. Les yeux se tournèrent envers Louis, non plus avec mépris, mais avec une lueur d'espoir désespéré. Le garçon, jusqu'alors ignoré, venait de devenir, par la force de ses connaissances, le centre de l'attention, le seul espoir tangible dans cette salle où la mort semblait avoir déjà posé son empreinte. La validation inattendue du diagnostic de Louis par l'alarme du moniteur cardiaque avait jeté un voile de stupeur sur la salle, mais le chaos sensoriel persistait. Les lumières fluorescentes, d'une intensité agressive, continuaient de clignoter, projetant des ombres dansantes qui désorientaient ses sens déjà surchargés, le brouhaha des voix paniquées, les halètements étouffés, le raclement des chaises et l'odeur âcre de la sueur et de l'adrénaline créaient une cacophonie insupportable pour Louis. Il serrait sa pierre de rivière si fort que ses phalanges blanchissaient, son corps se raidissant sous l'assaut des stimuli. Malgré son hyperfocalisation sur Monsieur Delacroix, la surcharge menaçait de le submerger, de le faire basculer dans un repli protecteur. Sophie, attentive aux moindres signes de détresse de son fils, sentit son cœur se serrer davantage, comprenant que pour qu'il puisse agir, l'environnement devait être transformé, même de manière improvisée. L'urgence était palpable, le temps s'amenuisait, et chaque seconde de confusion était une menace directe pour la vie du PDG. C'est Claire, la secrétaire, qui réagit la première, son instinct d'organisation prenant le dessus sur sa stupeur. « Éteignez ces lumières », ordonna-t-elle d'une voix plus forte qu'à l'ordinaire, désignant les néons du plafond qui crépitaient. Un cadre surpris obtempéra aussitôt, plongeant une partie de la salle dans une lumière plus douce, celle du jour filtrée par les immenses baies vitrées. Immédiatement, Louis relâcha un peu sa prise sur sa pierre, ses épaules se détendant infimement. Sophie, comprenant le soulagement sensoriel, s'approcha des cadres encore agglutinés autour de Monsieur Delacroix. « Reculez, s'il vous plaît. Donnez-lui de l'espace, demanda-t-elle d'une voix ferme, balayant du regard les visages hésitants. La plupart, sous le choc et l'autorité naturelle de Sophie, reculèrent d'un pas, créant un cercle plus large autour du magnate. L'air sembla s'éclaircir. Le champ visuel de Louis se dégageant, lui offrant un répit bienvenu dans le tourbillon. Sophie, avec une rapidité déconcertante, repéra un chariot de service abandonné et le tira silencieusement pour le positionner entre Louis et la partie la plus bruyante de la pièce, créant une barrière sonore rudimentaire. Elle s'agenouilla à côté de son fils, sa main se posant doucement sur son dos,
un contact rassurant et familier. « On est là, Louis », murmura-t-elle, sa voix basse mais pleine de soutien. Au même moment, un des cadres, finalement, parvint à localiser le DAE dans le coin que Louis avait indiqué plus tôt. L'appareil, un boîtier rouge vif et compact, fut apporté en hâte. Son design, simple et fonctionnel, était étranger à la plupart, mais Louis le reconnut instantanément. Ses yeux se fixèrent sur l'appareil avec une intensité renouvelée, son esprit visualisant déjà les étapes de son utilisation, les électrodes, les chocs. L'outil salvateur était enfin là, concret, tangible. Avec les lumières tamisées, le brouhaha atténué et l'espace dégagé, Louis sentit une vague de calme relatif l'envahir. Le rythme de sa respiration s'apaisa, sa pierre de rivière glissant plus doucement entre ses doigts. Son hyperfocalisation, désormais moins perturbée par les stimuli externes, put se déployer pleinement. Son cerveau, tel un superordinateur, traitait toutes les informations recueillies. Le diagnostic confirmé par la machine, la position du corps de M. Delacroix, la présence du DAE. Il revoyait mentalement les schémas des électrodes, les instructions vocales des manuels qu'il avait mémorisés. Le scepticisme des cadres persistait pour certains, leur regard balançant entre le garçon et l'appareil, mais la désespoir grandissant les poussait à une observation silencieuse, presque suppliante. L'atmosphère dans la salle, bien que toujours tendue, avait basculé d'une panique désordonnée à une attente concentrée, tous les regards rivés sur le jeune garçon. Sophie, sentant cette nouvelle concentration, se pencha et effleura la joue de Louis du bout des doigts, un geste tendre et silencieux qui lui transmit toute sa confiance. Louis, sans la regarder, hocha imperceptiblement la tête, un signe infime de reconnaissance. Il leva les yeux vers le DA, dont un petit voyant vert clignotait. « Ouvrez-le », dit-il d'une voix monocorde, mais avec une clarté et une fermeté qui firent sursauter les cadres. Ses instructions, simples et directes, tranchaient avec les murmures précédents. Claire, sans hésiter, s'empara du boîtier et l'ouvrit, révélant les électrodes et les instructions pictographiques. Louis, son regard d'une intensité troublante, commença à pointer « électrode supérieure droite sous la clavicule, inférieure gauche sous la poitrine ». Chaque mot était une directive précise, un pas calculé vers la réanimation, une chorégraphie médicale qu'il avait répétée 1000 fois dans son esprit. Le cadre qui avait apporté le DAE, un homme plus jeune aux mains, tremblante, commença à décoller les électrodes adhésives, ses doigts hésitants face à la gravité de la tâche. Louis, le visage grave, observa chaque mouvement, son corps déjà en position pour intervenir. L'odeur plastique du DAE 9 se mêlait à l'air lourd de tension, tandis que le bourdonnement discret de l'appareil ajoutait une nouvelle couche sonore à l'environnement. Le silence s'abattit de nouveau, plus profond cette fois, empli de l'anticipation tendue de ce qui allait suivre. Les yeux de Louis, d'une clarté perçante, se posèrent sur la poitrine de M. Delacroix, visualisant l'emplacement exact des électrodes, chaque muscle, chaque vaisseau. La vie du magnate, suspendue à un fil ténu, dépendait désormais de la précision et du savoir de cet enfant, une opération à cœur ouvert sans chirurgie, juste la force de l'esprit. Il était prêt. Avec une concentration intense, Louis s'adressa au cadre qui tenait le défibrillateur, sa voix monocorde mais imprégnée d'une autorité clinique inattendue. Les électrodes. Placez la première en haut à droite sous la clavicule, la deuxième en bas à gauche sous la poitrine. Ses grands yeux, d'une clarté perçante, fixaient le boîtier rouge, ignorant les regards sceptiques et les murmures étouffés qui persistaient autour de lui. Le cadre, un jeune homme au visage pâle, hésitait, ses mains tremblantes peinant à décoller les adhésifs des électrodes, la gravité de la situation le submergeant. Sophie, se penchant légèrement, murmura des mots d'encouragement à son fils, son regard lançant des éclairs de défi à quiconque oserait douter. L'odeur plastique du DAE 9 se mêlait à l'air lourd de tension, tandis que le bourdonnement discret de l'appareil ajoutait une nouvelle couche sonore à l'environnement. Maxime, outré par l'audace de l'enfant et l'obéissance des cadres, s'approcha, son visage déformé par la fureur. « Vous allez écouter cet enfant? Il n'a aucune qualification. Vous allez le tuer !» cracha-t-il, sa voix résonnant dans le silence tendu. Louis, imperturbable, ne le regarda même pas, ses yeux rivés sur le torse inerte de M. Delacroix. « L'appareil analyse. Ne touchez pas !» déclara-t-il, un ordre sec qui coupa court aux protestations de Maxime. Le cadre aux électrodes, sous le poids des regards et l'urgence, s'exécuta maladroitement.
mais avec une application croissante. Louis observa chaque mouvement, son esprit visualisant les connexions électriques, les voies cardiaques, chaque détail du processus qu'il avait mémorisé. La tension était palpable, chaque seconde s'étirant, lourde de conséquences. Le DI, une fois les électrodes correctement fixées, commença son analyse. Une voix robotique et calme, contrastant étrangement avec la panique ambiante, retentit. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne touchez pas le patient. Tous les regards se fixèrent sur le moniteur, puis sur Louis, qui, le visage impassible, attendait le verdict. Le silence était assourdissant, interrompu seulement par le léger bourdonnement de l'appareil et le halètement oppressé des cadres. Louis serrait sa pierre de rivière, un geste de steaming essentiel pour gérer la surcharge sensorielle. Les secondes s'étirèrent, une éternité. Puis, la voix métallique reprit « choc non recommandé », patiente en asystolie. Un soupir collectif de désespoir traversa la salle. Maxime laissa échapper un rire amer. « Je vous l'avais dit, c'est fini. » Louis, cependant, ne montra aucune déception. Son cerveau, tel un ordinateur ultra-performant, avait déjà réévalué la situation. « Asystolie. Le cœur ne bat plus du tout, » murmura-t-il, sa voix dénuée d'émotion, simplement factuelle. « Il faut des compressions thoraciques, immédiatement, rapides et profondes. » Il pointa Monsieur Legrand, l'homme corpulent qui avait tenté le massage cardiaque auparavant. « Vous, rythme de 100 à 120 par minute. 2 doigts sur le sternum. » Sa précision était déroutante. Monsieur Legrand, sidéré, hésita. Maxime, saisissant l'occasion, intervint. « Il est fou. On vient de dire que c'était fini. » Mais Claire, les yeux rivés sur Louis, sentait une lueur d'espoir. « Faites ce qu'il dit, » ordonna-t-elle, sa voix ferme. Sous le regard intense de Louis, Monsieur Legrand s'agenouilla de nouveau, ses mains se positionnant cette fois avec une hésitation moins prononcée, mais une détermination renouvelée. Louis, les yeux fixés sur ses mains, corrigeait son rythme par de légers hochements de tête. Plus rapide, plus fort. Chaque instruction était un coup de marteau, précis et sans appel. Le son régulier des compressions, bien que désespéré, commença à remplir la pièce, créant un rythme nouveau, une pulsion d'espoir. Le corps de M. Delacroix, toujours inerte, semblait répondre infimement à cette nouvelle tentative de réanimation. Maxime, furieux, observait la scène, impuissant, ses plans de prise de pouvoir semblant s'éloigner avec chaque compression, chaque battement de ce cœur qu'il croyait déjà silencieux. Soudain, le moniteur cardiaque, jusqu'alors muet, émit un faible bip, puis un autre plus régulier. Un rythme lent, chaotique, mais un rythme. Les yeux de Louis s'éclairèrent d'une lueur presque imperceptible. Le bleu violacé du visage de M. Delacroix s'atténua légèrement, laissant place à une teinte plus pâle, moins alarmante. « Le rythme reprend », murmura Louis, sa voix plus posée. « Mais il est faible. Il faut continuer les compressions. » L'appareil confirma « rythme cardiaque détecté. Poursuivez la réanimation. » Un souffle de soulagement collectif traversa la salle. Le magnate n'était pas encore tiré d'affaire, mais la mort, un instant si proche, avait reculé. La bataille était loin d'être gagnée, mais Louis, le jeune prodige silencieux, avait changé le cours de l'événement, offrant une chance inespérée. La validation inattendue du diagnostic de Louis par l'alarme du moniteur cardiaque avait jeté un voile de stupeur sur la salle, mais le chaos sensoriel persistait. Les lumières fluorescentes, d'une intensité agressive, continuaient de clignoter, projetant des ombres dansantes qui désorientaient ses sens déjà surchargés. Le brouhaha des voix paniquées, les halètements étouffés, le raclement des chaises et l'odeur âcre de la sueur et de l'adrénaline créaient une cacophonie insupportable pour Louis. Il serrait sa pierre de rivière si fort que ses phalanges blanchissaient, son corps se raidissant sous l'assaut des stimuli. Malgré son hyper-focalisation sur M. Delacroix, la surcharge menaçait de le submerger, de le faire basculer dans un repli protecteur. Sophie, attentive aux moindres signes de détresse de son fils, sentit son cœur se serrer davantage, comprenant que pour qu'il puisse agir, l'environnement devait être transformé, même de manière improvisée. L'urgence était palpable, le temps s'amenuisait, et chaque seconde de confusion était une menace directe pour la vie du PDG. C'est Claire, la secrétaire qui réagit la première, son instinct d'organisation prenant le dessus sur sa stupeur. « Éteignez ces lumières », ordonna-t-elle d'une voix plus forte qu'à l'ordinaire, désignant les néons du plafond qui crépitaient. Un cadre, surpris, obtempéra aussitôt, plongeant une partie de la salle dans une lumière plus douce, celle du jour, filtrée par les immenses baies vitrées. Immédiatement,
Louis relâcha un peu sa prise sur sa pierre, ses épaules se détendant infimement. Sophie, comprenant le soulagement sensoriel, s'approcha des cadres encore agglutinés autour de M. Delacroix. « Reculez, s'il vous plaît. Donnez-lui de l'espace, » demanda-t-elle d'une voix ferme, balayant du regard les visages hésitants. La plupart, sous le choc et l'autorité naturelle de Sophie, reculèrent d'un pas, créant un cercle plus large autour du magnate. L'air sembla s'éclaircir, le champ visuel de Louis se dégageant, lui offrant un répit bienvenu dans le tourbillon. Sophie, avec une rapidité déconcertante, repéra un chariot de service abandonné et le tira silencieusement pour le positionner entre Louis et la partie la plus bruyante de la pièce, créant une barrière sonore rudimentaire. Elle s'agenouilla à côté de son fils, sa main se posant doucement sur son dos, un contact rassurant et familier. « On est là, Louis », murmura-t-elle, sa voix basse mais pleine de soutien. Au même moment, un des cadres, finalement, parvint à localiser le DA dans le coin que Louis avait indiqué, plus ça. Tôt, l'appareil, un boîtier rouge vif et compact, fut apporté en hâte. Son design simple et fonctionnel était étranger à la plupart, mais Louis le reconnut instantanément. Ses yeux se fixèrent sur l'appareil avec une intensité renouvelée, son esprit visualisant déjà les étapes de son utilisation, les électrodes, les chocs. L'outil salvateur était enfin là, concret, tangible. Avec les lumières tamisées, le brouhaha atténué et l'espace dégagé, Louis sentit une vague de calme relatif l'envahir. Le rythme de sa respiration s'apaisa, sa pierre de rivière glissant plus doucement entre ses doigts, son hyperfocalisation, désormais moins perturbée par les stimuli externes, put se déployer pleinement. Son cerveau, tel un superordinateur, traitait toutes les informations recueillies. Le diagnostic confirmé par la machine, la position du corps de M. Delacroix, la présence du DAE. Il revoyait mentalement les schémas des électrodes, les instructions vocales des manuels qu'il avait mémorisées. Le scepticisme des cadres persistait pour certains, leur regard balançant entre le garçon et l'appareil, mais la désespoir grandissant les poussait à une observation silencieuse, presque suppliante. L'atmosphère dans la salle, bien que toujours tendue, avait basculé d'une panique désordonnée à une attente concentrée, tous les regards rivés sur le jeune garçon. Sophie, sentant cette nouvelle concentration, se pencha et effleura la joue de Louis du bout des doigts, un geste tendre et silencieux qui lui transmit toute sa confiance. Louis, sans la regarder, hocha imperceptiblement la tête, un signe infime de reconnaissance. Il leva les yeux vers le DE, dont un petit voyant vert clignotait. « Ouvrez-le », dit-il d'une voix monocorde, mais avec une clarté et une fermeté qui firent sursauter les cadres. Ses instructions, simples et directes, tranchaient avec les murmures précédents. Claire, sans hésiter, s'empara du boîtier et l'ouvrit, révélant les électrodes et les instructions pictographiques. Louis, son regard d'une intensité troublante, commença à pointer. Électrode supérieure droite, sous la clavicule. Inférieure gauche, sous la poitrine. Ne touchez pas le patient après application. Chaque mot était une directive précise, un pas calculé vers la réanimation, une chorégraphie médicale qu'il avait répétée 1000 fois dans son esprit, une danse de la vie. Le cadre qui avait apporté le DAE, un homme plus jeune aux mains tremblantes, commença à décoller, les électrodes adhésives, ses doigts hésitants face à la gravité de la tâche. Louis, le visage grave, observa chaque mouvement, son corps déjà en position pour intervenir. L'odeur plastique du DAE neuf se mêlait à l'air lourd de tension, tandis que le bourdonnement discret de l'appareil ajoutait une nouvelle couche sonore à l'environnement. Le silence s'abattit de nouveau, plus profond cette fois, empli de l'anticipation tendue de ce qui allait suivre. Les yeux de Louis, d'une clarté perçante, se posèrent sur la poitrine de M. Delacroix, visualisant l'emplacement exact des électrodes, chaque muscle, chaque vaisseau. La vie du magnate, suspendue à un fil ténu, dépendait désormais de la précision et du savoir de cet enfant, une opération à cœur ouvert sans chirurgie, juste la force de l'esprit. Il était prêt à diriger, sa voix devenant le scalpel de l'urgence. Le son régulier des compressions thoraciques, sous la direction inébranlable de Louis, remplissait la salle, une mélodie de survie qui tranchait avec le chaos précédent. Le DAE, après avoir analysé le rythme cardiaque faible et désordonné, émit une nouvelle instruction avec sa voix robotique. Choc recommandé. Éloignez-vous du patient. Le cœur de Louis, bien qu'il ne montrât aucune émotion visible, s'accéléra légèrement.
Il leva un doigt vers Monsieur Legrand, le signalant de s'éloigner, puis vers le cadre qui tenait les électrodes, demandant un appui ferme. L'odeur d'ozone, presque métallique, commença à imprégner l'air alors que l'appareil se chargeait, un bourdonnement électrique montant en intensité. Louis, les yeux fixés sur Monsieur Delacroix, visualisait le courant traversant le muscle cardiaque, une impulsion vitale destinée à réinitialiser le système, une dernière tentative pour ramener la vie dans ce corps inerte. Tous les regards étaient rivés sur lui, une attente tendue et silencieuse. « Choc délivré », annonça la voix du DAE, et le corps de Monsieur Delacroix se contracta violemment. Un spasme involontaire qui fit frissonner l'assistance. Un silence assourdissant suivit, lourd d'incertitude. Puis, le moniteur cardiaque, qui avait été une source de désespoir, émit un bip clair et régulier. 1, 2, 3 bips. Un rythme lent, mais stable, commençait à s'installer. Le visage de Monsieur Delacroix, auparavant violacé, retrouva une teinte plus pâle, et un léger soupir s'échappa de ses lèvres. Un murmure de soulagement traversa la salle, des larmes de gratitude perlant aux yeux. De Claire. Louis, son visage toujours impassible, hocha imperceptiblement la tête, une confirmation silencieuse de la réussite. Sophie, à ses côtés, la main posée sur son dos, sentit une vague de fierté et de soulagement si intense qu'elle en eut le souffle coupé. La vie venait de triompher grâce à la persévérance et au savoir de son fils. Quelques instants plus tard, le son des sirènes, de plus en plus distinct, envahit la tour, annonçant l'arrivée des secours. 2 ambulanciers du SAMU, vêtus de leurs uniformes bleus, firent irruption dans la salle, leurs mallettes d'équipement claquant sur le sol. Ils prirent immédiatement le relais, leur efficacité professionnelle, contrastant avec la maladresse précédente des cadres. Louis les observa avec une attention clinique, son esprit analysant leurs gestes, les comparant au protocole qu'il avait mémorisé. Maxime, figé sur place, son visage un masque de stupéfaction et de dépit, voyait son plan de prise de pouvoir s'effondrer sous ses yeux. Il lança un regard noir à Louis, mais le garçon, absorbé par l'observation des professionnels, ne le remarqua même pas. Claire, quant à elle, s'approcha discrètement de Sophie, un sourire tremblant sur les lèvres, un regard rempli d'une admiration respectueuse pour le jeune garçon. Les ambulanciers, après avoir stabilisé Monsieur Delacroix et lui avoir administré de l'oxygène, le placèrent délicatement sur un brancard. Le magnate, toujours inconscient, mais respirant de manière plus régulière, fut transporté hors de la salle, les bips du moniteur cardiaque s'éloignant progressivement. Louis suivit le brancard du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le couloir, son esprit passant de l'urgence à la satisfaction d'un problème résolu. L'odeur métallique de l'ozone et le parfum âcre de l'adrénaline commencèrent à se dissiper, laissant place à une atmosphère empreinte d'une fatigue collective, mais aussi d'un immense soulagement. Les cadres, auparavant rigides et paniqués, s'affaissèrent sur leurs chaises, certains essuyant leurs fronts moites, d'autres se frottant les yeux encore sous le choc de l'événement et de l'incroyable intervention à laquelle ils venaient d'assister. La salle de réunion, théâtre d'un drame et d'un miracle, retrouva un silence relatif, brisé par des murmures confus. Louis, sentant l'intensité des regards posés sur lui et le poids des émotions ambiantes, commença à ressentir les signes d'une surcharge sensorielle post-crise. Ses épaules se raidirent, et il serra sa pierre de rivière, la frottant plus rapidement entre ses doigts, cherchant son ancrage. Sophie, le percevant, posa une main douce sur son épaule et le guida vers un coin plus calme de la pièce, lui offrant un espace pour se recentrer. Maxime, quant à lui, tenta de reprendre le contrôle, sa voix forcée, mais l'autorité qu'il tentait d'afficher était éteinte, son regard fuyant la foule, incapable de soutenir les regards de ceux qui avaient été témoins de son échec et de la réussite de Louis. Louis, désormais assis dans le coin le plus discret, sa pierre de rivière apaisant son esprit, observait la salle. Il n'était plus l'enfant invisible, le gamin bizarre des couloirs de service. Les regards n'étaient plus de mépris ou d'indifférence, mais d'une curiosité respectueuse, voire d'une admiration silencieuse. Les murmures évoquaient son nom, le mot prodige étant chuchoté. Sophie le regarda, les yeux brillants d'une fierté indicible, sachant que la vie de Louis et la leur venait de prendre un tournant radical. Le magnate était sauvé, l'entreprise était sécurisée, mais surtout, Louis, l'enfant autiste aux connaissances extraordinaires, avait enfin été vu, reconnu pour son immense valeur au-delà des préjugés. Le chemin vers l'acceptation venait de s'ouvrir,
promettant un avenir où son talent pourrait enfin s'épanouir pleinement. Le silence qui avait succédé au chaos fut rompu par l'arrivée d'une femme d'une soixantaine d'années, son tailleur impeccable, masquant une anxiété palpable. C'était Madame Geneviève Delacroix, la sœur cadette de Monsieur Antoine Delacroix, son visage marqué par l'inquiétude mais aussi par une dignité inébranlable. Elle balaya la salle du regard, ses yeux s'arrêtant sur Louis, agenouillé près de son frère. Un médecin du SAMU s'étant penché sur le magnate, se releva, son expression grave mais empreinte d'un soulagement perceptible. « Il est stable, madame. Votre frère a eu une chance incroyable. Le diagnostic et les premiers gestes ont été remarquables. » Ses yeux se posèrent sur Louis, une lueur de curiosité et de respect y dansant. Maxime, quant à lui, restait en retrait, son visage trahissant un mélange de dépit et d'humiliation, l'ombre d'une défaite amère planant sur ses traits. Madame Delacroix, s'approchant de Louis avec une lenteur mesurée, posa une main délicate sur l'épaule de Sophie, puis se tourna vers le jeune garçon. Son regard, habituellement sévère, s'adoucit d'une gratitude sincère. « Mon cher Louis, les mots me manquent pour exprimer ma reconnaissance. Vous avez sauvé la vie de mon frère. Le médecin m'a dit que votre diagnostic était d'une précision stupéfiante. » Elle fit un léger signe de tête au professionnel qui confirma. Sophie, les larmes aux yeux, sentit le poids de tant d'années de lutte s'alléger. Louis, le visage toujours impassible, ne répondit pas directement, mais son corps se détendit imperceptiblement, un signe infime de reconnaissance face à cette validation inattendue. L'air auparavant lourd de panique se chargeait désormais d'une atmosphère de respect et de reconnaissance. Quelques jours plus tard, dans le bureau luxueux de Monsieur Delacroix, Louis et Sophie furent reçus par Madame Geneviève Delacroix et un représentant du conseil d'administration. La pièce, baignée d'une lumière douce filtrée par les stores, contrastait avec l'éclat agressif des néons. « Louis, votre acte de bravoure et votre connaissance ont dépassé toutes les attentes. » Commença le représentant, une voix posée. « Le groupe Hélios a décidé de créer une bourse d'études à votre nom, une bourse Louis de l'Hélios, qui couvrira intégralement vos études dans le domaine médical de votre choix, jusqu'à l'université. » Il tendit une chemise élégante contenant les documents. Sophie, les mains tremblantes, serra le dossier, les yeux embués. Louis, lui, se contenta de fixer le logo de l'entreprise sur la chemise, son esprit traitant l'information avec sa logique habituelle, mais une étincelle nouvelle brillait au fond de ses grands yeux. Madame Delacroix ajouta, son ton empreint d'une chaleur inattendue. De plus, le professeur Dubois, chef du service de cardiologie à l'hôpital Cochin, a été informé de votre incroyable intervention. Il souhaiterait vous inviter à visiter son laboratoire, à observer des procédures. Il est particulièrement intéressé par la façon dont vous avez pu poser un diagnostic aussi précis. Une invitation à explorer son hyperfocalisation, à la voir reconnue par des pairs, c'était un cadeau bien plus précieux que toute somme d'argent pour Louis. Une rare, presque imperceptible, esquisse de sourire traversa son visage. Il ne dit rien, mais sa main se posa sur sa pierre de rivière, qu'il frotta avec une douceur nouvelle, un signe de contentement profond, une satisfaction que Sophie, en le voyant, ne put retenir ses propres larmes de joie. Les jours suivants, Louis fut traité différemment, non plus comme l'enfant de la femme de ménage, mais comme une figure respectée. Les employés de la tour Hélios, qui le croisaient dans les couloirs, ne détournèrent plus le regard. Certains lui adressaient des hochements de tête, d'autres un sourire timide, et plusieurs osèrent même un « Bonjour Louis », chargé d'un respect nouveau. Lors d'une rencontre fortuite, M. Dubois, le collègue qui l'avait autrefois taquiné, s'arrêta. « Louis, j'ai entendu, c'était incroyable, vraiment. » Il n'y avait plus de jovialité, forcée, seulement une admiration sincère dans sa voix. Louis, pour la première fois, soutint brièvement son regard avant de répondre d'une voix plus assurée. La routine est essentielle, les protocoles sont clairs. Il était vu comme une personne à part entière, dont les connaissances étaient dignes d'intérêt, et non plus comme une simple exception à tolérer. Quelques semaines plus tard, Louis et Sophie se promenaient dans les rues animées de Belleville. Louis tenait dans sa main non plus seulement sa pierre, mais aussi une brochure brillante de l'hôpital Cochin, la page ouverte sur une illustration détaillée du cœur humain. Le soleil de fin d'après-midi, filtrant à travers les feuillages des arbres, dessinait des ombres mouvantes sur leur chemin. Il n'y avait pas de fanfare, pas de discours retentissants, juste la douce symphonie de leur quartier. Mais l'air autour d'eux était différent, chargé d'une légèreté nouvelle, d'une promesse silencieuse. Louis leva les yeux vers Sophie et pour la première fois,
Un sourire complet, bien que fugace, éclaira son visage. Sa vie, leur vie, avait basculé, et la direction était enfin celle de l'épanouissement, de la reconnaissance et d'un avenir lumineux, loin des ombres du doute et des préjugés. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique à la tour Hélios. Louis, désormais une présence familière et respectée à l'hôpital Cochin, se déplaçait dans ces couloirs sacrés avec une aisance nouvelle. Ses journées étaient remplies d'observations, apprenant des médecins même qu'il n'avait étudiés auparavant que dans des documentaires. La bourse Louis de l'Hélios lui avait ouvert les portes de la littérature spécialisée et des cours avancés, permettant à sa curiosité insatiable pour l'anatomie de s'épanouir sans entrave. Il s'asseyait souvent dans la bibliothèque de l'hôpital, entouré du doux bruissement des pages et de la légère odeur d'antiseptique, esquissant des diagrammes complexes du système circulatoire ou des voies nerveuses, sa plume à pointe fine se déplaçant avec une précision chirurgicale. Les lumières fluorescentes, autrefois source d'un inconfort intolérable, étaient désormais moins agressives dans cet environnement, ces mécanismes d'adaptation renforcés par un sens du but. Cette nouvelle routine, riche en stimulation intellectuelle et dépourvue de contraintes sociales imprévues, était un baume pour son esprit unique, transformant son hyperfocalisation d'une bizarrerie perçue en un atout précieux et reconnu, le préparant à d'importantes contributions médicales. De retour au groupe Hélios, l'atmosphère avait subtilement évolué. Monsieur Antoine Delacroix, en lente convalescence, avait initié des changements significatifs, non seulement dans la structure de l'entreprise, mais aussi dans sa culture interne. Les formations sur la neurodiversité étaient devenues obligatoires et des espaces de travail plus calmes, inspirés du cocon de Louis, avaient été aménagés pour tous les employés cherchant un environnement plus propice à la concentration. Maxime Delacroix, quant à lui, avait été discrètement mais fermement écarté des postes de pouvoir stratégique, sa tentative de coup d'État étant devenue de notoriété publique parmi les cadres. Son visage, autrefois arrogant, portait désormais l'empreinte de la défaite, et il évitait les regards. Les employés, témoins du miracle, avaient développé un respect palpable pour Sophie et Louis, leur présence, dans la tour n'étant plus perçue comme un service, mais comme le symbole d'une valeur humaine inestimable, une leçon inattendue, apprise au cœur même de l'entreprise. L'odeur stérile du siège social était désormais teintée d'une fragrance ténue, presque imperceptible, d'humanité retrouvée. Louis, tout en conservant ses manières singulières et son besoin de routine, avait gagné en assurance. Ses interactions sociales, bien que toujours concises, étaient moins empreintes de la tension d'antan. Il parvenait parfois à soutenir le regard, un signe infime mais significatif de son confort croissant. La pierre de rivière, toujours présente dans sa poche, était désormais moins frottée frénétiquement, son rôle d'encre sensorielle s'étant légèrement allégé, remplacé en partie par la confiance que lui procurait sa reconnaissance professionnelle. Il répondait aux questions des médecins du Cochin avec une clarté nouvelle, ses explications détaillées et logiques, souvent saluées par des murmures d'approbation. Le bruissement des dossiers médicaux, l'odeur caractéristique de l'hôpital et le cliquetis des instruments étaient devenus une symphonie apaisante pour ses sens, une nouvelle routine qui nourrissait son esprit et apaisait son âme, lui permettant de s'épanouir dans un environnement propice à son talent, sans chercher l'approbation, mais en la recevant naturellement. L'histoire de Louis, celle de l'enfant différent qui a sauvé le magnate, se répandait au-delà des murs de la tour, Hélios devenant un récit inspirant à travers Paris. Elle rappelait que la valeur d'un individu ne réside pas dans sa conformité aux normes établies, mais dans l'unicité de son esprit et la richesse de sa perspective. La neurodiversité, souvent perçue comme un handicap, était ici célébrée comme une force, une capacité à voir le monde sous un angle inédit, à résoudre des problèmes avec une logique implacable. C'était une ode à la persévérance, à la foi inébranlable d'une mère et à la puissance de l'esprit humain, capable de transcender les barrières de la différence. Dans une ville comme Paris, souvent fière de ses lumières et de son ouverture d'esprit, cette histoire résonnait comme un rappel poignant que l'intelligence et la compassion peuvent surgir des endroits les plus inattendus, illuminant les préjugés et éclairant le chemin vers une acceptation plus profonde et plus sincère. Un soir, de retour à Belleville, le petit appartement baigné par la douce lumière dorée du coucher de soleil, Louis était assis à sa table dessinant un cœur humain avec une précision exquise. Sophie, affairée à la cuisine,
préparaient leur dîner habituel, le parfum réconfortant des herbes de Provence emplissant la pièce. Elle s'approcha, posa une tasse de thé fumant près de lui et effleura ses cheveux. Louis, sans lever les yeux, prit sa main et la serra un instant, un geste rare d'affection spontanée qui réchauffa le cœur de Sophie. « Le cœur est une machine, mais aussi un mystère », murmura-t-il, sa voix plus douce qu'à l'ordinaire, ses yeux fixés sur le dessin, une lueur de contemplation, si lisant. Ce n'était pas un diagnostic, mais une méditation, une reconnaissance de la complexité de la vie, au-delà de la simple logique. Pour Sophie, ce geste valait toutes les paroles, la preuve silencieuse d'un lien indéfectible et d'une âme qui s'ouvrait, pas à pas, vers de nouvelles profondeurs. Plus tard, alors que la nuit enveloppait Paris, Louis se tenait près de la fenêtre, observant les lumières scintillantes de la ville. Au loin, on pouvait apercevoir la silhouette élancée de la tour Hélios, un phare de verre et d'acier. Il n'y avait plus de panique, plus de chaos, juste le bourdonnement lointain de la vie parisienne. Louis leva sa main, la pierre de rivière nichée dans sa paume, et la serra doucement. Son regard, d'une profondeur nouvelle, semblait embrasser l'horizon. L'éclat de la tour, autrefois symbole d'un monde lointain et inatteignable, était devenu un rappel silencieux de son propre potentiel, de sa place unique dans ce vaste monde. Le murmure du vent portait une promesse, celle d'un avenir où chaque esprit, qu'il soit neurotypique ou neurodivergent, trouverait sa juste place, sa pleine expression. Le cœur de l'immeuble avait été sauvé, et avec lui un nouveau chapitre s'ouvrait, non seulement pour Louis, mais pour la compréhension collective de ce qui rend l'humanité si extraordinairement diverse et résiliente.